C'était l'un de ces soirs particuliers dans le 8e arrondissement de Paris, sur l'avenue Montaigne, avec son asphalte humide et ses effluves de parfums coûteux. Lorsque je descendis du taxi, le bruit sourd de mes talons fins sur les pavés semblait rivaliser avec le rythme de mon agitation intérieure. Je levai la tête et regardai la porte sculptée et dorée du palais de cristal. La lumière jaune qui s'échappait de l'intérieur, défiant la pluie froide qui tombait dehors, criait qu'à l'intérieur se trouvait un monde complètement différent, le monde des intouchables. Le gardien à la porte a regardé mon trench coat beige tout simple et mon sac sans prétention. J'ai lu dans son regard cette question familière. Est-ce qu'il est à sa place ici? Ma bébé est dans mon passion society. J'étais habituée à ce regard. En fait, ce regard était le reflet du rôle que ma famille, en particulier mon frère Julien, m'avait attribué tout au long de ma vie. J'ai esquissé un léger sourire, juste du coin des lèvres, car cet agent ne pouvait pas savoir que cette femme simple qui se tenait devant lui avait, 48 heures plus tôt, commandé un monstre d'acier de 14 000 tonnes, transportant 16 ogives nucléaires à 300 mètres sous l'océan, dans l'obscurité glaciale de l'Atlantique Nord. La réservation est au nom de Martin, dis-je. Ma voix était plus calme et plus métallique que je ne l'aurais souhaité, comme un signal sonar. Lorsque je suis entrée, la splendeur étouffante du restaurant m'a submergée. Les bijoux scintillants sous les lustres en cristal, les nappes blanches amidonnées, les conversations à coups de milliards d'euros. Ce n'était pas mon monde. Mon monde se composait de murs en alliage de titane, d'air recyclé et d'un silence absolu. Mais ce soir, je devais jouer ce rôle. Le rôle d'Élise, la fonctionnaire ennuyeuse de la fonction publique. J'ai vu la table, elle était tout au fond, mais à un endroit stratégique qui offrait la meilleure vue sur la salle. Julien, comme d'habitude, avait fait une démonstration de force en choisissant sa place. À table étaient assis ma mère, mon père et Valérie, la femme de Julien. Et bien sûr, en bout de table, comme s'il était assis sur un trône, mon frère Julien, avec son costume italien bleu marine, sa montre suisse hors de prix à son poignet et son sourire légèrement moqueur qui lui était propre. En marchant vers lui, j'ai essayé de réprimer ce sentiment étrange qui m'habitait. Ce n'était pas de la peur. Non, la peur avait depuis longtemps disparu de mon vocabulaire. Même lors d'une alerte à la torpille, mon pouls ne dépassait pas 60. Ce sentiment était plutôt du dégoût et aussi un peu de pitié, car personne à cette table ne connaissait la vérité. Pour eux, j'étais Élise, la fille qui tamponnait des documents dans les archives logistiques du ministère de la Défense, qui n'avait jamais rien accompli dans sa vie, qui était restée chez elle, qui était silencieuse. Si, en lisant ces lignes, vous avez l'impression d'être constamment sous-estimé par votre famille ou votre entourage, que votre véritable potentiel n'est jamais reconnu, respirez profondément, parce que vous n'êtes pas seul. Et soyez sûr que votre silence est sur le point de se transformer en une tempête bien plus puissante que leur vacarme. À la fin de mon histoire, vous comprendrez beaucoup mieux ce que je veux dire. Lorsque je m'approchai de la table, Julien écarta les bras mais ne se leva pas. C'était l'un de ses gestes habituels, une démonstration d'affection en apparence, mais en réalité un geste de domination qui signifiait « Je ne bouge pas de ma place, c'est à toi de venir à moi ». Ah, voilà notre petit fonctionnaire qui nous fait l'honneur de sa présence, dit Julien. Sa voix était suffisamment forte et assurée pour couvrir le brouhaha du restaurant. Bienvenue, Élise. Nous étions sur le point de commander sans t'attendre. Tu sais, j'ai eu une journée très chargée à cause de la clôture de la bourse. J'ai l'estomac qui gargouille. Valérie pinça les lèvres et déposa un baiser artificiel sur ma joue. Son parfum était si lourd que je me pris à regretter l'air stérile, imprégné d'huile de machine et d'ozone, du sous-marin. « Ma chérie » dit Valérie en me dévisageant de la tête aux pieds. Son regard s'attarda sur ma robe de la saison dernière. « Tu es très sobre. On dirait que tu es encore collée à la grisaille des bureaux administratifs. Je devrais te donner le numéro de mon styliste, même si les rendez-vous sont pris des mois à l'avance. »« Merci Valérie » dis-je en tirant ma chaise. Je suis très occupée par mon travail à l'administration. Je n'ai pas vraiment le temps de suivre la Fashion Week. Mon père, sans lever les yeux des pages économiques de son journal, marmonna comme à son habitude. « Assieds-toi, Élise, assieds-toi. Tu es en retard. Seulement 5 minutes. » « Papa, » répondis-je calmement. Je n'avais même pas regardé l'heure. Pour un commandant de sous-marin, le temps n'est pas une notion relative, mais une réalité absolue.
et j'étais arrivée pile à l'heure. Eux étaient en avance. Julien examinait la carte des vins avec l'air d'un empereur. Le serveur attendait à ses côtés, respectueux et craintif. « Pour nous, » dit Julien en parcourant la carte du doigt, « un Pétrus 2015, 2 bouteilles, et décantez-les, s'il vous plaît. Le vin a besoin de respirer, n'est-ce pas? Tout comme nous. » Puis il se tourna vers moi, un sourire méprisant sur les lèvres. « Mais tu ne t'y connais pas beaucoup en vin, n'est-ce pas, Élise? Ce n'est pas comme boire du café dans un gobelet en carton à la cantine du ministère. Le Pétrus laisse un goût d'œuvre d'art en bouche. Mais ne t'inquiète pas, ton frère est d'humeur généreuse aujourd'hui. Tu n'as pas à te soucier de l'addition. » Oh, ça m'entend pas, maman. Ma mère intervint, la voix inquiète et étouffée, comme d'habitude. « Julien, ne t'en prends pas à ton frère. Il fait de son mieux. Tout le monde n'est pas obligé d'être un génie de la finance comme toi. » Cette phrase « il fait de son mieux », c'est la phrase qui m'a le plus blessée, mais qui a aussi le plus renforcé mon armure. Cette déception secrète que j'entendais depuis des années. À leurs yeux, j'étais une pauvre fille qui avait raté sa vie, dont le « mieux » était un poste de fonctionnaire médiocre. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce que j'appelais « faire de mon mieux », c'était prévenir une crise diplomatique dans les eaux internationales, refroidir manuellement un réacteur nucléaire et maintenir la vie de 110 membres d'équipage dans un équilibre précaire. « Tu as raison, maman, » dit Julien en goûtant le vin. Il leva son verre à la lumière pour en examiner la couleur. Tout le monde n'est pas né pour être leader. Certains doivent, suivre. Ils doivent classer des documents, ranger des dossiers. La société a aussi besoin de personnes comme Élise. Pour que la machine fonctionne, il faut des rouages invisibles. Je plongeai mon regard dans celui de Julien. Ses yeux bleus brillaient sous l'effet de l'alcool et de l'arrogance. Les miens, quant à eux, étaient aussi sombres que les profondeurs insondables de l'océan. Je serrai le poing sous la table. Mes ongles s'enfoncèrent dans ma paume. Cette douleur était mon ancrage à la réalité. Mabo et Santa, c'est mon maté. Les rouages invisibles portent parfois le plus lourd fardeau, Julien, dis-je doucement. Ma voix était si basse qu'elle aurait dû se perdre dans le bruit de la table. Mais bizarrement, un bref silence s'installa à ce moment-là. Julien a éclaté de rire, ce rire agaçant et artificiel. « Oh mon Dieu! On se lance dans la philosophie maintenant. Tu as trop de temps libre à la fonction publique? Ou tu as trouvé les livres des anciens philosophes dans ces archives poussiéreuses ?» Valérie gloussa. « Ah, Julien, tu es méchant. Peut-être qu'Élise a obtenu une promotion, hein? Une place de sous-secrétaire ou quelque chose comme ça. » « Une promotion ?» Julien secoua la tête et posa sa main sur mon épaule. Sa main était lourde et oppressante. « Ma chère sœur, gravir les échelons dans la fonction publique, c'est comme faire courir une tortue. Ça prend des siècles. Mais ne t'inquiète pas, Élise. Regarde, ton frère est là. Avec ma prime du mois dernier, j'ai gagné l'équivalent de 10 ans de ton salaire. Si tu as du mal à payer ton loyer, et je sais que c'est le cas dans ton petit appartement de la banlieue parisienne, tu n'as qu'à me le dire. Ne fais pas ta fière. » Le serveur apporta les entrées, foie gras et carpaccio aux truffes. Alors que les assiettes étaient posées devant nous, je sentis mon estomac se nouer. Je n'avais pas faim. Je voulais juste que ce théâtre se termine, mais la pièce ne m'en faisait que commencer. En fait, dis-je en prenant ma fourchette, le métal froid me brûlait les doigts. Le mois dernier, j'étais en déplacement professionnel pour une longue période. Mon père m'a demandé d'un air indifférent. Encore à Bruxelles, les normes de l'Union européenne et Non, papa, répondis-je, sans lever les yeux de mon assiette. Plus au nord, beaucoup plus au nord. Ah, Strasbourg alors, s'exclama ma mère avec enthousiasme. C'est très beau là-bas, le marché de Noël est ouvert en ce moment. J'ai souri, un sourire amer, dans les eaux tumultueuses de l'Atlantique Nord, sous les glaces, pendant ces jours de protocole de silence où tout contact avec le monde extérieur était coupé, il était tellement ironique que ma mère imagine le marché de Noël de Strasbourg. « Oui, maman, répondis-je en mentant. Le marché de Noël était très beau. Julien a avalé la bouchée qu'il avait dans la bouche, puis s'est essuyé les lèvres avec sa serviette. Son visage a pris une expression sérieuse. C'était l'expression qui disait « Je vais maintenant parler travail. » Et vous allez tous m'écouter. Laissons de côté les petites escapades d'Élise, dit-il. Je voudrais vous parler de mon nouveau poste à la banque. Je suis directeur régional. Vous savez, un article sur moi devait paraître dans Le Figaro ce matin.
Mais il a été reporté en raison d'une actualité de dernière minute. Il se serait passé quelque chose dans la marine, une question de sécurité nationale. C'est absurde. L'économie est la véritable colonne vertébrale d'un pays, pas les jeux de guerre auxquels se livre l'armée. Ma fourchette a heurté violemment l'assiette en porcelaine. Le bruit a fait sursauter tout le monde à table. Ce bruit n'était pas seulement celui d'une fourchette. C'était le premier signal d'alerte qui venait d'apparaître sur l'écran du sonar du sous-marin Le Terrible. Julien avait pénétré sans le savoir dans une zone minée, et moi, j'étais prête à lancer mes torpilles. Mais pas encore. J'allais attendre qu'il se rapproche un peu plus, comme un prédateur attendant sa proie. La patience est la plus grande arme d'un commandant de sous-marin, et j'étais l'homme le plus patient du monde. Le bruit de la fourchette frappant l'assiette en porcelaine avait brisé le voile de politesse artificielle qui régnait à table. Julien posa doucement le verre en cristal qu'il tenait à la main sur la table. Le vin rouge foncé coulait sur le bord du verre comme du sang. Il fixa son regard sur moi. Ce regard n'exprimait pas la tendresse d'un frère aîné, mais le mépris froid d'un patron envers un employé désobéissant. « Tu es tendue, Élise, dit-il d'une voix douce comme de la soie, mais tout aussi dangereuse. Tu ne devrais pas être aussi tendue. Fais attention, cette assiette est en porcelaine de Limoges du 19e siècle. Si tu la casses, tu devras laisser la moitié de ton salaire ici. Bien sûr, tant que je suis là, il n'y a pas de problème, mais les habitudes sont importantes. » Valérie gloussa en ajustant la bague en diamant qu'elle portait au doigt. « C'est peut-être à cause de ta vie amoureuse, Julien. Tu sais, après un certain âge, les femmes, comment dire, deviennent un peu grincheuses. » Je pris une profonde inspiration. L'air qui remplissait mes poumons était chargé du parfum lourd du restaurant et de l'odeur des truffes. Pourtant, je recherchais toujours ce mélange d'oxygène pur qui me brûlait la gorge, ce goût stérile et métallique du sous-marin. 48 heures plus tôt, alors que le profondimètre indiquait 300 mètres et que la coque gémissait sous la pression de millions de tonnes d'eau au-dessus de nos têtes, je n'étais pas aussi tendue. Au contraire, à ce moment-là, mon esprit était aussi clair qu'un cristal de glace. Mais ici, parmi ces lumières artificielles et ces sourires factices, j'avais l'impression de me noyer. « Tu as peut-être raison, Valérie, dis-je sans laisser ma voix trembler. Peut-être que je suis juste fatiguée. Après tout, tout le monde n'a pas la chance de travailler dans des bureaux aussi confortables que ceux de Julien. » Julien sourit à ma résistance passive. Il leva son verre, le porta à son nez et prit une profonde inspiration. « Ah, Élise, c'est là que tu ne comprends pas. Le confort est une récompense méritée. Tu penses que je ne fais que m'asseoir dans ce bureau, mais chaque jour je prends des risques que ton petit esprit ne peut pas être. Je gère des portefeuilles de plusieurs millions d'euros. D'un simple trait de plume, je fais couler des entreprises, j'en crée d'autres. C'est là que se déroule le véritable combat, ma fille. Pas sur les champs de bataille, mais dans les conseils d'administration. Ce n'est pas comme toi qui trie des dossiers poussiéreux dans des archives. » Il prit une gorgée de vin et ferma les yeux. « Parfait. Tu sens les tanins, papa? Voilà, c'est ça, le goût du pouvoir. » Pendant que mon père marmonnait des murmures d'approbation, je réfléchissais à la définition du risque selon Julien. Pour lui, le risque, c'était une baisse d'1 point à la bourse. Un mauvais achat d'actions. Au pire, il perdrait de l'argent, sa prime diminuerait. Qu'était le risque pour moi? Je fermais les yeux et revivais ce moment terrifiant qui s'était produit 2 jours auparavant. Dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord, j'avais descendu le terrible sous les couches thermiques, presque jusqu'au fond de l'océan, pour sauver les 3 scientifiques rescapés du naufrage du navire de recherche russe. Nous ne pouvions pas utiliser le sonar actif. Des chasseurs nous traquaient en surface. Seuls l'écoute passive, les calculs mathématiques et les nerfs d'acier de mon équipage. Une seule manœuvre incorrecte, un seul bruit, aurait pu bouleverser non seulement notre sort, mais aussi l'équilibre nucléaire dans la région. Mon enjeu, c'était la vie de 110 membres d'équipage et la sécurité nationale de la France. Les salles de conseil d'administration que Julien appelait le véritable champ de bataille ressemblaient à un terrain de jeu pour enfants à côté des opérations que je dirigeais. « Tu as raison, Julien, dis-je en ouvrant les yeux. Le calme glacial de ma voix avait dû faire baisser la température de quelques degrés, car ma mère s'enveloppa dans son châle. Tes guerres sont beaucoup plus coûteuses. Julien sourit, pensant que je le complimentais. Tout à fait, mais ne t'en fais pas. Tout le monde ne peut pas être au sommet.
Il faut que certains soient en bas pour que ceux d'en haut puissent mieux se voir. Notre repas fut servi. Les serveurs déposèrent les assiettes devant nous avec une discipline militaire. Julien continua à parler tout en regardant le confit de canard dans son assiette. Il n'avait pas l'intention de changer de sujet. Son ego était comme un monstre affamé qu'il fallait nourrir, et Julien n'hésitait pas à me servir d'appât pour le satisfaire. « Tu sais, dit-il en agitant sa fourchette, « je peux te rendre service. Je connais l'entreprise qui s'occupe du nettoyage et de la restauration de la banque. Je pourrais peut-être te faire embaucher là-bas comme contrôleur. Le salaire est meilleur que celui de la fonction publique, et puis tu verrais peut-être un peu plus de classe. Qu'en dis-tu » C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Une personne normale, un frère normal, aurait renversé la table et crié à ce moment-là. Mais je n'étais pas normale. J'étais le lieutenant-colonel Élise Martin. Et un commandant n'avertit jamais son ennemi par une explosion émotionnelle. L'attaque doit venir du plus profond du silence, au moment le plus inattendu. Si dans votre vie, il y a des gens qui vous rabaissent constamment, qui ignorent vos succès et vous font vous sentir insuffisant, je sais que vous me comprenez très bien en ce moment, mais je vais vous confier un secret. Leur bruit n'est en réalité que le reflet de leur propre peur. Votre silence, quant à lui, est l'écho de votre confiance en vous. Ne quittez surtout pas cette table, asseyez-vous et attendez la fin du spectacle, car la vie réserve le plus beau des dénouements à ceux qui savent patienter. Je vais y réfléchir, dis-je calmement. Je pris un verre d'eau. Merci pour ta proposition, Julien. Comme toujours, tu es très généreux. Ma mère, sentant la tension monter, intervint. Allons, ne parlons pas de politique ni de travail. Élise, raconte-nous un peu. Y a-t-il quelqu'un dans ta vie? Je veux dire, quelqu'un de sérieux? Tu sais, tu prends de l'âge, nous voulons avoir des petits-enfants. Julien nous a donné un petit-fils, mais... Maman, s'il te plaît, dit Julien, la bouche pleine. Élise a des critères très particuliers. Elle cherche probablement un fonctionnaire aussi calme et ennuyeux qu'elle. Ou peut-être qu'elle est heureuse avec ses chats. Des rires. Encore ces rires méprisants et écœurants. À ce moment-là, quelque chose d'étrange se produisit. Je sentis une perturbation dans le fonctionnement impeccable du restaurant. Pour quelqu'un comme moi, dont le métier consiste à détecter les anomalies, cela fut immédiatement perceptible. Le maître d'hôtel écoutait son assistant qui lui murmurait quelque chose à l'oreille dans son talkie-walkie. Son visage était blanc comme un linge. Ses yeux se sont posés sur les écrans géants situés dans le coin de la salle, qui ne montraient normalement que des paysages marins apaisants ou des œuvres d'art abstrait. La musique, cette musique jazz légère, dominée par le piano, s'est soudainement arrêtée. Le brouhaha du restaurant s'est arrêté net, comme si quelqu'un l'avait coupé au couteau. Les gens ont posé leurs couverts et ont levé la tête. Une vague d'agitation s'est propagée de table en table. « Que se passe-t-il » demanda Valérie en regardant autour d'elle. « Pourquoi la musique s'est-elle arrêtée? Le service est-il perturbé ?» Julien était énervé. Il leva la main. « Garçon! Hé, garçon! C'est quoi ce bordel? On est dans un bistrot ou quoi? Pourquoi tout le monde est silencieux ?» Mais le serveur ne le regardait pas. Personne ne le regardait. Tout le monde avait les yeux rivés sur les écrans accrochés au mur. Les images paisibles avaient disparu, remplacées par une bande rouge vif portant la mention « Dernière minute ». En dessous, le logo de la marine française et la mention « Déclaration urgente de l'Élysée » est défilé. Julien marmonna. « Qu'est-ce que c'est que ça? Encore cette histoire absurde avec la marine? Cet événement inutile qui a retardé mon article? Chut, dis-je. Cette fois, je ne murmurai pas. Ma voix était impérative, aiguë, claire et sans appel. « Tais-toi, Julien !» Julien se tourna vers moi, surpris. Il ouvrit la bouche pour lancer une insulte, mais il s'interrompit en voyant l'expression de mes yeux. Dans ses yeux, il ne devait plus voir sa sœur Élise, mais le commandant d'un monstre d'acier naviguant à des centaines de mètres de profondeur. Pour la première fois, le présentateur apparut à l'écran. Son visage était sérieux, sa voix enthousiaste mais maîtrisée. « Chers téléspectateurs, nous interrompons notre émission pour vous annoncer une nouvelle très importante. Le ministère de la Défense et la Présidence viennent de faire une déclaration commune. L'opération de sauvetage la plus critique et la plus dangereuse de ces dernières années s'est achevée avec succès dans les eaux de l'Atlantique Nord. » Julien jeta la serviette qu'il tenait à la main sur la table. « C'est pour ça qu'ils interrompent notre repas? Ils ont sauvé un groupe de bateaux de pêche?
Le présentateur poursuivit, tandis qu'une image satellite floue apparaissait derrière lui. Au milieu d'une mer d'un noir d'encre, une ombre gigantesque se dressait. Le sous-marin nucléaire le terrible, dit le présentateur. Sa voix résonna dans le restaurant. Dans des conditions jugées impossibles, il revient en France après avoir mené une opération sous les glaces pour sauver une équipe de recherche internationale bloquée et récupérer des données stratégiques top secrètes de l'État. Pom, mon père ajusta ses lunettes. Le terrible? N'est-ce pas notre plus grande force de dissuasion? Oui, répondit le présentateur. Mais le véritable héros de cette nuit n'est pas seulement le succès de l'opération. C'est une première dans l'histoire de la marine. Cette puissance colossale commandée dans cette mission impossible est la première femme commandant un sous-marin nucléaire français. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, mais mon visage était aussi impassible que du marbre. Je relâchai ma main sous la table, le sang revint dans mes doigts, le moment était venu, le silence touchait à sa fin. Le présentateur prit une profonde inspiration et se prépara à prononcer ce nom. Julien, toujours l'air ennuyé, jouait avec la viande dans son assiette. Qui est-ce ce héros? Probablement un amiral musclé qui fume le cigare. Sans quitter Julien des yeux, je murmurai en même temps que le présentateur « Le lieutenant-colonel Élise Martin ». Le lieutenant-colonel Élise Martin. Mon nom, murmuré entre mes lèvres, résonna simultanément sur les quelques 20 écrans géants du restaurant. Mais cette fois, ce n'était pas un murmure. Cette fois, c'était la voix forte et vibrante de fierté nationale du présentateur le plus prestigieux de France. À cet instant, le cours du temps s'est déformé. En physique, nous savons que les objets de grande masse courbent l'espace-temps, comme la vague de pression créée par un sous-marin au fond de l'océan. À cet instant, le poids créé par mon nom s'est abattu comme un météore au milieu de ce restaurant luxueux de Paris. La première réaction fut un silence absolu. Le bruit des couverts, les rires, le tintement des verres en cristal. Tout s'était arrêté comme si quelqu'un avait coupé le son du monde. Seul le grondement profond de la ventilation et le bruit sourd d'une déglutition provenant de la gorge de Julien étaient audibles. Julien me regardait, la fourchette suspendue en l'air. Ses pupilles étaient dilatées, sa bouche légèrement entr'ouverte. Son cerveau essayait de faire le lien entre le son qu'il entendait et l'image qu'il voyait, mais sans succès. Il y avait un fossé infranchissable entre l'image qu'il avait en tête de l'Élise, la petite fonctionnaire, et celle du commandant héroïque dont il était question à l'écran. Puis vint la réaction que j'attendais, le déni. Julien a éclaté d'un rire nerveux. Mais ce n'était pas son rire habituel, plein d'assurance. C'était un rire cassé, aigu et empreint de peur. « Mon Dieu !» s'écria-t-il, rompant le silence qui régnait autour de la table. « Quelle coïncidence! Vous avez entendu? La femme s'appelle Élise Martin. Savez-vous combien il y a de Martin en France? Des millions. Il y en a peut-être même 3 autres dans ce restaurant. » Valérie s'accrocha immédiatement à cette bouée de sauvetage lancée par Julien. « Oui, oui, bien sûr, » dit-elle d'une voix tremblante. « C'est un nom très courant. J'ai eu un moment de panique, mais c'est impossible, bien sûr. Notre Élise, un sous-marin nucléaire? Élise ne sait même pas nager correctement, n'est-ce pas, ma chérie? » Ils se tournèrent vers ma mère, comme pour obtenir son approbation. Ma mère était devenue livide. Ses mains tremblantes se tendirent vers son verre d'eau, mais elle ne parvint pas à le saisir. Avec l'instinct d'une mère, elle avait senti que quelque chose n'allait pas. Elle avait peut-être remarqué le poids de ces insignes invisibles sur mes épaules, dans ma posture. « Papa ?» dit Julien, cherchant le soutien de mon père. « Dis-moi, c'est drôle, non? La similitude des noms… » Mon père ne répondit pas, car ses yeux n'étaient pas fixés sur moi, mais sur l'écran géant accroché au mur derrière moi. L'image à l'écran avait changé. Les photos satellites floues avaient disparu, remplacées par une photo de presse nette et haute résolution fournie par le ministère de la Défense. J'étais sur cette photo, mais ce n'était pas l'Élise en trench-coat beige et effacée qu'il connaissait. Je portais l'uniforme de cérémonie bleu marine foncé à galons dorés de la marine. La Légion d'honneur brillait sur ma poitrine. Je portais ma casquette. Derrière moi se dressait l'énorme coque en acier noir du « Le Terrible ». Et surtout, mes yeux. Les yeux de la femme sur la photo fixaient l'objectif avec une détermination capable de dompter les vagues les plus déchaînées de l'océan. Et sous la photo, en grosses lettres blanches, était écrit
Lieutenant-colonel Élise Martin, commandant du terrible Julien, a tourné la tête, suivant le regard de mon père, et il a vu la photo. Je garderai ce moment gravé dans ma mémoire jusqu'à la fin de ma vie, dans ses moindres détails. Le sang qui se retirait du visage de Julien, sa peau bronzée qui prenait une teinte cendrée, la fourchette qui glissait entre ses doigts et tombait bruyamment sur l'assiette en porcelaine de Limoges, à laquelle il tenait tant. C'est, dit Julien d'une voix à peine audible, c'est toi. Des murmures ont commencé à s'élever des autres tables du restaurant. C'est cette femme? Celle qui est à cette table? Incroyable, elle nous ressemble tellement, elle a l'air d'une personne ordinaire. Bon, la femme de l'article est assise là. Plusieurs personnes se levèrent, les téléphones portables se levèrent, les flashs se mirent à crépiter. Mais personne n'osait s'approcher de moi. L'aura invisible qui m'entourait avait créé un cercle de respect. J'ai lentement pris ma serviette et essuyé mes lèvres. Mes gestes étaient si calmes, si contrôlés, que ce calme terrifiait encore plus Julien. « Oui, Julien ?» ai-je dit. Ma voix était suffisamment claire pour que tout le monde à table puisse l'entendre. « C'est moi. Et non, Valérie, je sais nager. Mais plus important encore, je sais aussi faire fonctionner un réacteur nucléaire de 14 000 tonnes au fond de l'océan sans faire le moindre bruit. » Je me penchai légèrement vers la table. Je fixai Julien dans les yeux, rempli de peur. « Tu parlais tout à l'heure de risque. Tu disais que des entreprises faisaient faillite, que d'autres voyaient que le jour. Dans l'entreprise que je dirige, si je commets une seule erreur, ce n'est pas seulement la bourse qui s'effondre, Julien. Des villes disparaissent de la carte. Des millions de personnes disparaîtront. Dans cette salle du conseil d'administration que tu appelles « véritable champ de bataille », tu perdras tout au plus ton argent. Dans mon bureau, tu danseras avec la mort à chaque seconde. Mon père, comme s'il sortait d'une hypnose, a répondu d'une voix tremblante. « Mais comment? Tu travaillais aux archives, c'est ce que tu nous as toujours dit. Logistique, documents. » « Je n'ai pas menti, papa, dis-je en adoucissant légèrement ma voix. Les archives logistiques du ministère de la Défense étaient ma couverture officielle. Protocole de sécurité nationale. L'identité du commandant d'un sous-marin nucléaire est classée top secret jusqu'à sa nomination, et j'ai été affectée à cette mission il y a 6 ans. Alors que vous pensiez que je partais chaque matin pour mon travail de fonctionnaire ennuyeux, je quittais secrètement le port de Brest et patrouillais sous l'océan pendant des mois sans voir le soleil. Valérie se recula comme si elle avait vu un fantôme. « 6 ans? Mais tu n'avais pas d'argent. Ces vieux vêtements, ce petit appartement. » Je souris. C'était mon premier vrai sourire. « De l'argent ?» dis-je en regardant Julien. « Ah oui, parlons d'argent. As-tu déjà demandé combien l'État payait un commandant de sous-marin, surtout avec les primes de risque nucléaire, les indemnités pour missions dangereuses et les bonus pour les opérations à l'étranger, Julien ?» Julien ne sut quoi répondre. Il resta bouche bée. « Je vais te le dire, » ai-je dit en fouillant dans mon sac. « Environ 4 fois le salaire de directeur de banque dont tu te vantes tant. Plus les fonds que l'État m'alloue. Et bien sûr, la petite fortune que j'ai accumulée et que je n'ai jamais dépensée, car je passe 6 mois de l'année sous l'eau. » Je sortis de mon sac mon portefeuille en cuir, simple et sans prétention. J'en tirai une carte noire mat, sans logo bancaire, avec seulement une puce dorée et mon nom en relief. « Ce n'est pas une Centurion Black Card, Julien, » dis-je en tournant la carte entre mes doigts. « C'est une carte noire militaire, une carte sans limite directement liée au trésor public, qui n'est délivrée qu'aux commandants de haut rang et aux autorités gouvernementales. Parfois, la vie nous apprend à cacher notre propre pouvoir. Nous pensons que c'est de la modestie ou de l'adaptation, mais en réalité, ce que nous faisons, c'est atténuer notre propre lumière pour ne pas blesser l'ego des autres. L'avez-vous déjà fait? Avez-vous déjà caché votre succès, votre talent, simplement pour que quelqu'un ne se sente pas mal à l'aise? Si c'est le cas, il est temps d'allumer cette lumière, car seuls les lâches restent dans l'ombre. Le maître d'hôtel s'est approché de notre table, les mains tremblantes. Ses yeux ne regardaient plus Julien, mais uniquement moi, comme s'il regardait une déesse. « Madame, monsieur, » dit-il d'une voix étranglée par l'émotion, « notre chef souhaite vous offrir une bouteille de champagne pour célébrer cette occasion. C'est un cadeau de la maison, et au nom de tout le restaurant, c'est un honneur pour nous de vous accueillir. » Je me suis tournée vers Julien.
Il n'était plus le maître de table, il n'était plus qu'un personnage effacé de mon histoire. Ce n'est pas nécessaire, dis-je gentiment au serveur. Apportez-moi l'addition, s'il vous plaît. Tout. Mais Julien allait payer, murmura ma mère, perplexe. Julien ne peut rien payer ce soir, maman, ai-je répondu en déposant ma carte sur le plateau que le serveur nous tendait, car la limite de crédit de Julien est bien inférieure à ce que je vais payer. Si je me suis levée. Le bruit produit par ma chaise poussée vers l'arrière ressemblait à un verdict. Et Julien, dis-je en le regardant de haut, cette entreprise de nettoyage, tu devrais y réfléchir pour toi-même, parce qu'il paraît que la banque en laquelle tu as tant confiance est actuellement perquisitionnée par la brigade financière pour des transferts illégaux de fonds avec des oligarques russes. Les yeux de Julien sont sortis de leurs orbites. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je regardais ma montre. L'opération a commencé il y a exactement 3 minutes. Les rapports des services secrets parviennent parfois jusqu'aux sous-marins, mon frère. Surtout lorsqu'il s'agit de crimes économiques qui menacent la sécurité nationale. Julien s'est emparé de son téléphone. Ses mains tremblaient tellement qu'il n'arrivait même pas à déverrouiller l'écran. La partie est terminée, Julien, dis-je. Bienvenue dans le monde réel. Le jeu est fini, Julien, avais-je dit. Mais en réalité, la partie la plus agréable du jeu, c'est-à-dire le moment où il comprend que sa proie est acculée, ne faisait que commencer. Julien regardait l'écran de son téléphone avec ses doigts tremblants. Son visage était si pâle qu'on pouvait le distinguer même dans la lumière tamisée du restaurant. Des gouttes de sueur perlaient sur son front et coulaient le long de ses cheveux gominés vers ses joues parfaitement rasées. « C'est impossible, balbutia-t-il. La brigade financière? À ma banque? À cette heure-ci » Sans le quitter des yeux, je pris un petit morceau de foie gras refroidi devant moi. Je me moquais bien du goût, mais ce geste était un excellent moyen de montrer à quel point j'étais détendue et lui paniquer. La justice ne fonctionne pas selon les oreilleries de travail des banquiers, Julien, dis-je calmement. Tout comme mon réacteur nucléaire ne s'arrête jamais. Les rouages de l'État tournent lentement, c'est vrai, tu as toujours méprisé cela. Mais une fois que ces rouages s'engrènent, ils ne s'arrêtent plus. Le téléphone de Julien se mit à sonner. La mélodie familière, prétentieuse et bruyante résonnait désormais dans nos oreilles comme une sirène d'alarme. L'écran affichait « Président du conseil d'administration ». Julien hésita à répondre ou non. Sa main resta suspendue en l'air. « Je pense que tu devrais répondre, » dis-je. « Il va probablement te dire que tu n'as pas besoin de venir au bureau ce matin, car ton bureau est actuellement sous scellé par les équipes d'enquête. » Julien répondit. « Allô, monsieur? Oui, c'est moi. Comment ça, un mandat de perquisition? Mais je n'ai pas signé. Je n'ai fait que... Non, non, écoutez-moi. C'est un complot. » La voix au bout du fil ne semblait pas écouter les protestations de Julien. L'expression de Julien passa de la surprise à l'horreur, puis au désespoir. « Mais monsieur, vous ne pouvez pas me licencier. Je suis le meilleur de cette banque. »« Allô? Allô ?» Il décrocha le téléphone. L'écran était noir. Julien venait de subir la plus grande défaite de sa vie, dans le restaurant le plus cher de Paris, devant son frère qu'il méprisait le plus. « Ils m'ont licencié, » dit-il d'une voix presque inaudible. « Ils ont gelé mes actions. Je dois appeler mon avocat. Tout de suite. » Valérie s'accrocha au bras de Julien. Le masque de femme forte, qui avait jusqu'alors accompagné son mari brillant, avait fondu, laissant place à une personne en proie à une crise de panique. « Julien! Comment ça, ils t'ont viré? Notre maison, les mensualités, l'école des enfants, mes cartes de crédit. Julien, fais quelque chose. »« Tais-toi, Valérie !» cria Julien. C'était la première fois qu'il criait après sa femme. « J'essaie de réfléchir. Il doit y avoir une solution. Il y a toujours une solution. Ce n'est qu'un malentendu. Oui, une erreur. Tout rentrera dans l'ordre demain matin. » Il se tourna vers moi. Il n'y avait plus de mépris dans ses yeux. À la place, il y avait un espoir désespéré comme le regard d'une personne qui se noie et qui voit une bouée de sauvetage. « Élise, tu es militaire. Tu as de bonnes relations avec le gouvernement. Tu peux faire quelque chose. Tu peux passer un coup de fil. Tu as des connaissances au ministère. Tu peux leur dire qu'il s'agit d'un malentendu. » J'attendais ce moment. Voilà le géant arrogant à genoux. Je me suis adossée et j'ai croisé les bras sur ma poitrine. « Tu veux que je t'aide, Julien ?
Toi qui viens de parler de rouage invisible, de suiveur, de ton frère effacé. S'il te plaît, Élise, dit-il, sa voix tremblait. Nous sommes une famille. Les membres d'une famille s'entraident. C'est ce que maman disait toujours, n'est-ce pas, maman? Ma mère nous regardait d'un air absent, comme si elle essayait de comprendre ce qui se passait. D'un côté, sa fille, déclarée héroïne nationale, de l'autre, son fils, accusé de fraude. Son monde s'était effondré. Je ne peux pas t'aider, Julien, lui dis-je. La froideur de ma voix était plus tranchante, plus déchirante que les glaces du pôle Nord. Parce que c'est moi qui t'ai dénoncé. C'était comme si une bombe venait d'exploser sur la table. Valérie a poussé un cri. Mon père a gémi. Quoi? Julien est resté figé. Qu'est-ce que tu as dit? A murmuré Julien. Tu as bien entendu, ai-je répondu. Il y a 6 mois? Tu m'as dit avec ton air méprisant. Donne-moi ton argent, je vais le faire fructifier, tu n'y connais rien. Tu te souviens? Je t'ai répondu. Et je t'ai donné une partie de mon indemnité de mission sous-marine, une petite partie. Julien déglutit. Oui, oui, je m'en souviens. J'ai déposé cet argent sur un compte de fonds. Tout allait très bien. Non, ça n'allait pas, Julien, dis-je, sans élever la voix, mais en durcissant le ton. J'ai suivi cet argent, tu l'as transféré vers des comptes offshore et illégaux, puis vers des sociétés écrans russes. Tu m'as pris pour un fonctionnaire sans aucune connaissance financière. Mais tu as oublié une chose. Je suis un stratège, et les services de renseignement de la marine disposent d'une unité chargée de surveiller les risques financiers encourus par leur personnel. Mais non, papa m'attend comment ton mère abattu. Je me suis penchée vers la table. Ton frère, que tu qualifies de petit fonctionnaire, a enregistré chacun de tes pas, chacun de tes transferts irréguliers, chacun des faux documents que tu as signés pendant 6 mois. J'ai utilisé mon propre argent comme appât, Julien. Et toi, comme un requin avide, tu as mordu à l'hameçon. Parfois, nos pires ennemis sont ceux qui nous croient les plus faibles, car lorsqu'ils baissent leur garde, nous voyons mieux que quiconque où s'arrête leur armure. La vengeance n'est pas un plat qui se mange chaud, la vengeance est un festin servi froid, dont chaque bouchée est calculée. Et j'étais l'hôte de ce festin. Tu es un monstre, a dit Julien. Ses yeux reflétaient un mélange de haine et de peur. Comment peux-tu faire ça à ton propre frère? Tu veux que j'aille en prison? Je veux juste que justice soit faite, répondis-je. Pendant des années, tu m'as manipulé, moi, ma mère, mon père, et même ta femme. Tu nous as écrasés avec ton succès. Mais ce succès reposait sur des bases pourries, Julien. Je n'ai fait que donner un coup de pied dans cette planche pourrie. Il y eut du mouvement à l'entrée du restaurant. 2 policiers en civil entrèrent, accompagnés d'un agent en uniforme. Le maître d'hôtel courut vers eux, mais les policiers l'arrêtèrent et lui montrèrent leur badge. Julien bondit en voyant les policiers. Sa chaise se renversa. Non, non, pas maintenant, je ne suis pas prêt. Il a pensé à s'enfuir. Ses yeux ont balayé la porte arrière, l'entrée de la cuisine. Mais c'était un banquier, pas un fugitif. Il ne savait pas où s'enfuir, ni comment se cacher. Alors que les policiers s'approchaient de notre table, je restais calme. Je me mis même à vérifier l'addition que le serveur venait d'apporter. « Julien Martin ?» demanda le policier en civil qui était devant. Sa voix était dure et officielle. Julien ne put répondre. Il se contenta de hocher la tête. « Vous faites l'objet d'un mandat d'arrêt pour fraude aggravée, blanchiment d'argent et évasion fiscale. Vous devez nous accompagner au commissariat. » Valérie s'est mise à sangloter. « Où l'emmenez-vous » Julien, dis quelque chose. Julien n'opposa aucune résistance aux policiers. Les épaules affaissées, il ressemblait à un ballon dégonflé. Le bruit du métal résonna dans le restaurant lorsque les menottes furent passées à ses poignets. Avant d'emmener Julien, le policier se tourna vers moi. Il remarqua mon uniforme et ma posture à table. Il marqua une pause, puis joignit les talons et salua légèrement de la tête. « Commandant, nous vous prions de nous excuser pour le dérangement. » « Vous faites votre travail, monsieur l'agent, ai-je répondu. « Ce n'est pas grave. » Alors qu'on emmenait Julien, il s'est retourné et m'a regardé une dernière fois. Il n'y avait plus de colère dans son regard. Seulement un profond regret et la surprise de ne pas avoir compris qui j'étais, qui était vraiment cette femme qui avait vécu à ses côtés pendant des années. « Pourquoi ?» demanda-t-il doucement. « Pourquoi as-tu attendu si longtemps, Élise ?»« Parce que, ai-je répondu en le regardant dans les yeux, quand un sous-marin a verrouillé sa cible, il ne se précipite pas.
Il attend le moment le plus opportun, celui où tu es le plus vulnérable. Et ce soir, tu étais au sommet, donc ta chute allait être d'autant plus dure. Mais Julien fut escorté hors du restaurant par les policiers. Valérie courut derrière eux, trébuchant sur ses talons hauts. Ma mère et mon père restèrent assises à table, comme des naufragés au milieu des débris. Les autres clients du restaurant étaient sous le choc de ce drame en direct, mais personne ne parlait. Tout le monde avait senti que le changement de pouvoir qui s'était produit à cette table n'était pas seulement une querelle familiale, mais un règlement de compte beaucoup plus profond. Je me suis tournée vers le serveur. Pourriez-vous nous apporter une nouvelle carte des vins, s'il vous plaît? Ce soir, nous avons vraiment quelque chose à fêter. Ma mère s'est mise à pleurer. Comment peux-tu faire la fête, Élise? Ton frère a été arrêté. Notre famille est détruite. Mon père, quand à lui, me regardait avec une crainte respectueuse, peut-être pour la première fois de sa vie. Toi, dit-il, que t'est-il arrivé? J'ai levé mon verre, la lumière se reflétait dans le cristal. J'ai toujours été comme ça, papa, dis-je. C'est juste que vous ne voyez que les vagues à la surface, sans jamais remarquer les courants profonds. Si vous pensez que cette histoire n'est qu'une histoire de vengeance, vous vous trompez. C'est une histoire d'éveil. Et nous ne faisons que commencer, car la chute de Julien n'était que la première étape de mon ascension. Et ce courant profond était sur le point de remonter à la surface et de faire bouger les choses. Êtes-vous prêts? Car les eaux commencent à se réchauffer. Nous avons regardé Julien monter dans la voiture de police à travers les immenses baies vitrées du restaurant. Les gyrophares bleus et rouges dansaient sur l'asphalte mouillé de l'avenue Montaigne, se mêlant aux reflets des lustres en cristal à l'intérieur pour créer un tableau surréaliste. Mon frère, qui autrefois parcourait cette avenue dans sa voiture la plus chère, avec son air arrogant, était maintenant assis à l'arrière, la tête baissée, menotté comme un criminel. Ma mère, le mouchoir pressé contre ses lèvres, pleurait en silence. Mon père, quant à lui, regardait l'assiette vide devant lui. Le magnifique château de rêve qu'ils avaient construit pendant des années, fondé sur leur fils à succès, s'était effondré en une seule nuit, d'un seul trait de plume. Et le plus douloureux, c'est que ce sont leurs propres enfants qui ont miné les fondations de ce château et lui ont donné le coup de grâce. L'un par sa cupidité, l'autre par sa justice. Le serveur ne m'apporta pas la carte des vins que j'avais demandée. À la place, il déposa sur un plateau en argent la carte de visite du directeur de l'établissement et une note élégante indiquant que l'addition avait été réglée en tant qu'invité d'honneur. Partons, ai-je dit en repoussant ma chaise. L'autorité dans ma voix a surpris ma mère et mon père. Autrefois, j'aurais demandé « Restons-nous encore un peu ?» Maintenant, je donnais des ordres. « Où ça ?» demanda mon père d'une voix fatiguée et vieillissante. « À la maison ?»« Il faut appeler l'avocat de Julien, Élise. Il faut faire quelque chose. »« Vous rentrez à la maison, ai-je répondu en mettant mon sac à l'épaule. J'ai un briefing demain matin à l'état-major. Et l'avocat de Julien, crois-moi, papa, la dernière chose dont Julien a besoin en ce moment, c'est que tu prennes un avocat spécialisé dans les divorces. Parce que le fait que Valérie l'ait quitté, ce sera comme une promenade dans le parc à côté du service financier. En sortant du restaurant, nous avons été accueillis par une foule de journalistes qui attendaient devant la porte. Mais les caméras n'étaient pas là pour Julien, le banquier qui venait d'être emmené, mais pour le commandant de le terrible. Lorsque les flashs ont commencé à crépiter, j'ai appliqué le protocole lumière aveuglante auquel j'étais habituée. J'ai plissé les yeux, gardé la tête haute, et sans répondre à aucune question, je me suis dirigée vers la voiture, noire à plaque d'immatriculation officielle, qui était garée au bord du trottoir. Mon chauffeur en uniforme a ouvert la porte arrière et m'a salué en disant « Bonsoir, commandant ». Jusqu'à ce moment-là, ma mère et mon père pensaient que j'étais venue en métro ou en taxi. En voyant le salut du chauffeur, l'écusson de la marine sur le véhicule et ce respect froid et professionnel, ils ont compris l'ampleur physique du fossé qui nous séparait. « Voulez-vous qu'on vous dépose chez vos parents, monsieur ?» demanda le chauffeur. « Non, sergent, » ai-je répondu. J'ai jeté un dernier regard à mes parents. Ce regard était empreint de compassion, mais sans pitié. Ma famille rentrera en taxi. Conduisez-moi à la base. La base était ma véritable maison à Paris. Un appartement minimaliste hautement sécurisé, situé dans l'un des derniers étages d'un gratte-ciel de verre et d'acier dans le quartier de la Défense.
Le petit appartement dans la banlieue, que mes parents connaissaient sous le nom de, n'était que mon adresse postale et un décor que je conservais pour jouer le rôle de poinedite fonctionnaire Élise lorsque je m'y rendais de temps en temps. Le vrai pouvoir, ce n'est pas d'exhiber ce que l'on possède, mais de le garder pour pouvoir s'en servir comme d'une arme en cas de besoin. Si vous aussi vous cachez vos succès, vos gains ou vos talents pour éviter le mauvais œil ou la jalousie, vous êtes sur la bonne voie, car on ne peut pas nuire à ce que l'on ne connaît pas. Et quand le moment est venu de lever le voile, croyez-moi, c'est la plus grande satisfaction qui soit. Lorsque je suis montée dans la voiture, la fraîcheur du siège en cuir m'a apaisée. J'ai sorti mon téléphone. Appel manqué, message, félicitations. J'ai tout mis de côté et j'ai composé un seul numéro, celui de mon avocat, Maître Renard. Commandant, a dit Renard en décrochant dès la première sonnerie. Sa voix était alerte et vigoureuse. Félicitations, tant pour l'opération que pour l'autre opération. Quelle était la situation, ai-je demandé, tandis que les rues illuminées de Paris défilaient sous mes yeux. La brigade financière a ouvert le bureau de la banque et le coffre-fort à domicile. Comme nous le pensions, Julien a paniqué et a essayé d'effacer certaines traces numériques, mais sans succès. Grâce aux clés de cryptage que vous avez fournies, ils ont récupéré tout ce qu'il avait effacé. Ces liens avec des sociétés écrans russes ont été confirmés en suivant la trace de l'argent que vous aviez placé comme APAT. Élise, cet homme n'a pas seulement blanchi de l'argent sale, il a détourné les fonds des clients de la banque. J'ai pris une profonde inspiration. Je m'y attendais, mais c'était tout de même difficile à entendre. Le montant ? Environ 40 millions d'euros. Et la majeure partie de cette somme a été transférée via des sociétés fantômes enregistrées au nom de Valérie. J'ai souri. Un sourire amer, métallique. Donc, Valérie est aussi impliquée. Techniquement, oui, mais elle ne savait probablement même pas ce qu'elle signait. Cependant, la loi ne pardonne pas l'ignorance, commandant. Tous leurs biens ont été saisis, maisons, voitures, comptes bancaires. À part l'argent liquide qu'ils ont sur eux, ils n'ont plus rien. Bien, dis-je. Demain matin, préparez l'offre de la société de nettoyage. Vous savez, celle que Julien m'avait proposée, Valérie pourrait être intéressée. Je raccrochai le téléphone et appuyai ma tête contre le siège. J'étais fatiguée. Mais il s'agissait moins d'une fatigue physique que d'un sentiment de libération après avoir porté pendant des années le poids de ce masque silencieux. En arrivant chez moi, j'ai ouvert la porte avec mon lecteur d'empreintes digitales. L'intérieur était à l'opposé de la décoration étouffante du restaurant. C'était un espace vaste, aéré, rempli d'œuvres d'art moderne, mais sobre. Grâce aux baies vitrées allant du sol au plafond, Paris s'étendait à mes pieds. La tour Eiffel scintillait au loin comme un jouet. J'ai enlevé ma veste et l'ai jetée sur le canapé. Je suis allée dans la cuisine et me suis préparé un espresso. Le bruit de la machine a rompu le silence de la maison. À ce moment-là, l'interphone mural a sonné. C'était la sécurité qui appelait. « Monsieur, je vous dérange, mais il y a une femme en bas. Elle dit s'appeler Valérie Martin. Elle insiste pour vous voir. Elle n'a pas l'air en très bonne forme. » J'ai regardé l'heure. Il était minuit passé. Pendant que Julien était en garde à vue, j'avais deviné que Valérie viendrait d'abord ici. Mais comment m'avait-elle trouvée ici et non dans l'appartement des banlieues ? Ne la faites pas monter, ai-je dit. Je descends dans le hall. Lorsque je suis descendue dans le hall avec l'ascenseur, j'ai trouvé Valérie affalée sur le comptoir de la réception. La femme forte, à la mode, mondaine, avait disparu, remplacée par une femme tremblante, le maquillage coulant, les cheveux en bataille, vêtue d'un imperméable enfilé à la hâte. Elle s'est levée d'un bond en me voyant, mais elle s'est figée en voyant mon uniforme, que je n'avais toujours pas retiré, les insignes sur mes épaules et le luxe somptueux de cette résidence ultra-luxueuse. « Élise, dit-elle d'une voix rauque, tu vis ici ?» « Cela ne te regarde pas, Valérie, dis-je sans m'approcher d'elle. Je laissais 3 mètres entre nous. C'était ma zone de sécurité. Pourquoi es-tu venue ? À la maison, dit-elle en sanglotant. Les policiers sont venus chez nous. Ils nous ont mis à la porte, Élise. J'ai dû laisser les enfants à ma mère. Ils ont scellé la porte. Mes cartes de crédit ne fonctionnent plus. Ils ont saisi ma voiture. Je n'ai même pas trouvé d'argent pour prendre un taxi. J'ai marché jusqu'ici. Elle a fait un pas vers moi, les mains tendues. « Je t'en supplie, dis-moi qu'il y a un malentendu. Tu as appelé Julien ? Il ne ferait pas ça. C'est ton frère. »
C'est justement parce qu'il est mon frère qu'il a pu le faire, répondis-je froidement. Il a pu le faire parce qu'il comptait sur ma naïveté pour me voler mon argent. Et toi, Valérie, chaque fois que tu m'humiliais et te moquais de moi pendant les repas, tu profitais en réalité de cet argent volé. Moi, je ne savais pas, s'écria-t-elle. Je te jure que je ne savais pas. Tu as choisi de ne pas savoir, l'ai-je corrigé. Tu n'as pas posé de questions. Tu n'as jamais demandé d'où venait cette vie luxueuse, comment Julien avait gagné autant d'argent. Parce que tu avais peur que la réponse ne vienne perturber ton confort. Maintenant, ce confort est terminé. Je sortis de ma poche l'enveloppe sans nom. Je l'avais préparée pour ce moment. La stratégie ne consiste pas seulement à vaincre l'ennemi, mais aussi à planifier l'après-guerre. « Tiens, prends ça », dis-je en lui tendant l'enveloppe. Valérie a pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. « Qu'est-ce que c'est? De l'argent? Un chèque ?»« Non, » répondis-je. « C'est la carte de visite d'un bon avocat spécialisé dans les divorces. Et aussi l'adresse d'une pension bon marché à l'autre bout de la ville. Les 2 premières nuits sont payées. Après, tu devras te débrouiller toute seule. » Valérie regarda l'enveloppe, puis me regarda. Ses yeux reflétaient l'incrédulité. « Tu m'as réservé une pension? Je suis Valérie Martin. Je suis... » « Tu es actuellement la femme sans le sou d'un homme accusé de fraude, » lui ai-je répondu. Je lui ai tourné le dos. « Et si tu es intelligente, tu appelles immédiatement cet avocat. Car lorsque le procureur verra les sociétés enregistrées à ton nom, il t'accusera tout autant que Julien. » Alors que je me dirigeais vers l'ascenseur, elle m'a crié dans le dos. « Tu es sans cœur, tu es un robot. » Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient, j'ai regardé mon reflet dans la surface métallique. Étais-je sans cœur? Non. J'avais simplement appris à cacher mon cœur dans les profondeurs de l'océan, à 300 mètres de profondeur, dans une armure de titane, parce que les gens à la surface s'en prenaient toujours en premier à ceux qui avaient un cœur. Lorsque je suis remontée, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était le commandement de la marine qui m'appelait. « Commandant », dit la voix de l'amiral. « Le président vous recevra demain matin dans son bureau. Il souhaite vous féliciter personnellement pour l'opération Le Terrible. Et nous avons vu les informations dans la presse. Concernant votre frère, en tant qu'institution, nous vous apportons tout notre soutien. Nous ne laisserons pas cette situation nuire à votre réputation. »« Merci, amiral, » répondis-je. « Ne vous inquiétez pas. Quand on élimine les branches pourries, l'arbre repousse plus vigoureux. » Je raccrochai le téléphone et me retournai vers la vue sur Paris. Alors que Julien gisait sur le béton froid du poste de police et que Valérie pleurait dans une chambre d'hôtel bon marché, j'étais au sommet. Mais ce sentiment de victoire n'était pas aussi doux que je l'avais espéré. C'était plutôt comme un nettoyage nécessaire, comme un sous-marin qui vide ses ballastes pour remonter à la surface. Je m'étais débarrassée d'un poids. La vraie question était de maintenant, que ferait le monde de cette nouvelle Élise en pleine ascension? Et surtout, que ferais-je de ce pouvoir? La réponse était simple. Je vais bâtir mon empire. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas dans l'ombre de quelqu'un d'autre, mais sous mon propre soleil. Il était 5 heures du matin. Mon horloge biologique m'a réveillée 3 secondes avant que l'alarme ne sonne. C'était une habitude acquise au fil des années. Sous la mer, il n'y a ni jour ni nuit, seulement des quarts et des missions. Vous programmez votre corps en fonction des exigences de la mission et non du cycle solaire. Depuis la chambre de ma résidence à La Défense, j'ai observé Paris dès mon réveil. La ville ne s'était pas encore réveillée, les lampadaires commençaient à s'éteindre dans la brume grise du matin. En bas, des millions de personnes allaient bientôt se réveiller, boire leur café et courir vers le métro. Jusqu'à hier, je faisais partie de cette foule. J'étais l'un de ces rouages invisibles. Mais aujourd'hui, j'étais le rouage lui-même. Je me suis levée, une douche froide. 15 minutes d'exercice intense pour éliminer l'acide lactique de mes muscles. Puis le rituel, enfiler mon uniforme. En boutonnant chaque bouton de ma chemise, je me suis souvenue de Julien hier soir. Ses cheveux en bataille, sa cravate défaite, son front en sueur. Les gens pensent que le pouvoir vient de l'argent ou du statut social. Mais le vrai pouvoir vient de la discipline. Celui qui ne se maîtrise pas ne peut pas maîtriser les autres. Julien avait de l'argent, mais il n'avait pas de discipline. C'est pourquoi il a été balayé par la première tempête. Moi, j'étais née dans la tempête. Je me suis regardée dans le miroir. Mon uniforme bleu marine était impeccable. Les insignes sur mes épaules brillaient dans la lumière du matin.
J'ai attaché mes cheveux en un chignon serré, j'ai mis ma casquette. La femme qui se tenait devant moi n'était plus celle que l'on pouvait qualifier de pauvre fille célibataire fonctionnaire. Cette femme-là était morte dans les profondeurs de l'Atlantique Nord. Lorsque je suis descendue, ma voiture officielle et 2 motos d'escorte m'attendaient. Mon chauffeur m'a ouvert la porte. Direction l'Élysée, commandant, m'a-t-il dit. Dans les rues de Paris, alors que nous avancions au milieu des sirènes qui déchiraient le trafic matinal, j'ai regardé mon téléphone. J'avais un message de mon avocat, Maître Renard. Julien a tout nié lors de son premier interrogatoire, mais quand il a vu les documents que nous lui avons présentés, il a commencé à craquer. Il est actuellement à l'infirmerie. Valérie a contacté l'un des avocats les plus chers de la ville pour son divorce, mais personne n'a accepté de la représenter. Ils savent qu'elle ne pourra pas payer les honoraires. J'ai éteint mon téléphone et j'ai regardé par la fenêtre. De la pitié? Non, juste une satisfaction quant à la justesse de l'action accomplie. Lorsque nous sommes entrés dans la cour pavée de l'Élysée, les gardes républicains ont dégainé leurs épées et se sont mis au garde-à-vous. En descendant de la voiture, le bruit des graviers sous mes pieds est résonné comme un écho de l'histoire. C'était ici que Napoléon avait marché, que De Gaulle avait pris ses décisions. Et maintenant, moi, Élise Martin, j'étais là, en tant que héroïne. Le directeur du protocole m'a accueillie à la porte. Commandant, Monsieur le Président vous attend, veuillez me suivre. Nous avons traversé des salons dorés à la feuille d'or, entre des tableaux inestimables. À chaque pas, je sentais le poids qui pesait sur moi s'alléger plutôt que s'alourdir. J'étais à ma place ici. Je n'appartenais pas au monde factice et luxueux de Julien, mais à celui de cette noble gravité. Lorsque je suis entrée dans le bureau du président, il se tenait debout derrière son bureau. Dès qu'il m'a vue, il a contourné son bureau et m'a tendu la main. « Colonel Martin », a-t-il dit d'une voix sincère et forte, « la France vous est reconnaissante. » « Que vive la patrie, monsieur le président » ai-je répondu en lui serrant la main et en le regardant dans les yeux. Il m'invita à m'asseoir. Il y eut un bref silence. C'était un silence de courtoisie. Puis il entra dans le vif du sujet. J'ai personnellement examiné les rapports d'opération, dit-il. La manœuvre que vous avez effectuée, votre utilisation de la couche thermique comme bouclier, c'est le genre de choses qu'on enseigne dans les manuels scolaires. En sauvant la vie de votre équipage et en récupérant ces données, vous n'avez pas seulement évité une catastrophe, vous avez également renforcé notre position. Nous sommes désormais beaucoup plus forts sur la scène diplomatique. « J'ai fait mon devoir, monsieur, » répondis-je. « Le Terrible et mon équipage sont les meilleurs au monde. » Le président sourit, puis son visage s'assombrit. Il prit la tablette posée sur son bureau. L'écran affichait les photos de l'arrestation de Julien. « Cependant, dit-il, il y a aussi cette affaire, votre frère, et le scandale bancaire. » Je me redressai. Cela n'a rien à voir avec ma mission ou la marine, monsieur. Il s'agit d'une quête de justice personnelle. Je sais, dit le président. Le ministre de la Justice m'en a informé. Vous avez utilisé votre propre argent comme appât pour démanteler un réseau international de blanchiment d'argent. C'est très courageux et dangereux. Il m'a regardé droit dans les yeux. Certains pourraient critiquer un officier de marine pour avoir été aussi impitoyable envers sa propre famille. Commandant. D'autres diront que la famille est sacrée. La presse titre déjà « Querelle fraternelle ou justice ». La famille est sacrée, monsieur, ai-je répondu d'une voix claire. Mais l'honneur de la patrie et la balance de la justice sont plus sacrés encore. Mon frère ne m'a pas seulement escroqué. Il a utilisé le système financier du pays comme un jouet et a servi les sociétés écrans d'États ennemis. En tant que soldat, je dois intervenir, que l'ennemi soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Si les liens du sang m'avaient arrêté, je n'aurais pas mérité de porter cet uniforme. Le président m'a regardé longuement, puis il a lentement hoché la tête. Le leadership, dit-il, est un sommet solitaire, commandant. Pour y parvenir, vous devez abandonner vos fardeaux. Parfois, ces fardeaux sont vos proches ou vos liens du sang. Vous avez abandonné le bon fardeau. Il s'est levé. L'entretien a été terminé. « Nous avons de nouveaux projets pour vous, Élise, » dit-il en utilisant mon prénom pour la première fois. « Le commandement d'un sous-marin n'était qu'un début. Votre intelligence stratégique a besoin d'un champ d'action plus vaste que celui sous-marin. Vous recevrez bientôt une nouvelle affectation. Soyez prête. » « Je suis toujours prête, monsieur. »
Lorsque je suis sortie du palais, l'air extérieur m'a semblé plus pur, plus limpide. Les journalistes étaient devant la porte, mais cette fois-ci, je ne les ai pas évités. Je me suis arrêtée. Je me suis tournée vers les caméras. Commandant, que direz-vous à propos de votre frère a crié un journaliste. Je me suis penchée vers les micros. Ma voix était calme, maîtrisée et glaciale. La justice suit son cours. En République française, personne, quel que soit son nom de famille, n'est au-dessus des lois, ni les banquiers, ni les militaires. Merci. Lorsque je suis montée dans la voiture, mon téléphone a de nouveau sonné. L'appel provenait d'un numéro inconnu. Commandant, dit la voix à l'autre bout du fil, c'était le directeur de la prison. Je vous dérange, mais le détenu Julien Martin refuse d'exercer son droit de consulter un avocat. Il dit qu'il ne veut voir qu'une seule personne, vous. Avec moi? Oui, monsieur. Il dit, dites-lui qu'il y a quelque chose qu'il ignore. S'il ne vient pas, ses secrets mourront avec moi, mais sa carrière sombrera avec moi. J'ai souri, même au plus bas, Julien essayait de bluffer. Ou alors, y avait-il vraiment quelque chose que j'ignorais? Dites-lui, ai-je dit à mon chauffeur en lui faisant signe de se rendre à la prison. J'arrive, mais s'il essaie de me menacer, je vais lui faire passer un sale quart d'heure dans la salle de visite. Parfois, le moment où vous pensez avoir remporté la victoire est en fait celui où un nouveau front s'ouvre. Je ne savais pas ce que Julien avait en main, mais j'étais sur le point de le découvrir. Et si cela représentait une menace pour mon empire, je n'hésiterais pas à le détruire avec mes torpilles. Le leadership, ce n'est pas avancer sans regarder derrière soi, c'est avancer en voyant les menaces qui viennent de derrière. Je continuais d'avancer, et Julien était condamné à rester dans mon ombre. Alors que la voiture roulait à toute vitesse le long de la Seine, je regardais les eaux troubles du fleuve. Le sous-sol de Paris était aussi sombre que sa surface. Et je savais bien voir dans l'obscurité. Lorsque la lourde porte métallique de la prison de la Santé se referma bruyamment derrière moi, le monde scintillant de Paris disparut d'un seul coup. Il fut remplacé par l'odeur caractéristique, âcre, du désinfectant, de la moisissure et du désespoir. Mon uniforme bleu marine brodé d'or brillait comme un extraterrestre au milieu de ce béton gris. Même lorsque les gardiens s'inclinaient respectueusement devant moi, je pouvais lire dans leurs yeux cette curiosité. Que fait un héros dans ce trou? Le directeur m'a conduit dans la salle de réunion privée. Les appareils d'enregistrement sont éteints, monsieur, a-t-il dit. Vous pouvez parler librement. Il a demandé à vous rencontrer face à la table et non derrière la vitre. Cela va à l'encontre des protocoles de sécurité, mais nous avons fait une exception pour vous. Merci, monsieur le directeur, ai-je répondu. Attendez à la porte, cela ne sera pas long. Quand je suis entrée dans la pièce, Julien était là. Seulement 24 heures s'étaient écoulées, mais l'homme assis en face de moi semblait avoir 10 ans de plus que mon frère la nuit dernière. Ses cheveux impeccablement coiffés étaient gras et collés à son front. Il avait les yeux cernés. Son costume, qui valait des milliers d'euros, avait disparu, remplacé par un survêtement gris trop grand fourni par la prison. En me voyant, il a essayé de se lever, mais il a renoncé et s'est affalé sur sa chaise. Il a joint les mains sur la table. Ses mains tremblaient. « Tu es venu ?» dit-il. Sa voix était rauque, comme s'il avait crié pendant des heures, et non comme s'il avait fumé. « J'ai entendu dire que tu m'avais menacé, Julien, » dis-je, debout, sans m'asseoir sur la chaise en face de lui. « Tu détiens un secret qui pourrait ruiner ma carrière. Je suis curieux. Que sais-tu que j'ignore ?» Julien essaya d'afficher son vieux sourire sournois, mais c'était comme essayer de maintenir un masque brisé sur son visage. C'était pitoyable. « Tu t'es toujours crue très intelligente, Élise, » dit-il. « Les sous-marins, les stratégies, les codes nucléaires, mais le monde de la finance a aussi ses propres armes nucléaires, et moi, je suis prêt à appuyer sur la gâchette. »« Je t'écoute, » dis-je en croisant les bras sur ma poitrine. Julien se pencha vers moi. Ses yeux avaient cette lueur dangereuse d'un rat acculé. « L'argent que j'ai transféré à des sociétés écrans russes, sais-tu qui a signé les documents du conseil d'administration de ces sociétés ?» Je ne répondis pas. Je haussai simplement un sourcil. « La tienne, » murmura-t-il. « Il y a 3 ans, je t'avais dit que nous avions besoin d'argent pour soigner ma mère et tu avais signé certains documents. Tu t'en souviens? J'avais glissé les documents de transfert de pouvoir parmi ces papiers. Et je t'avais désigné comme associée silencieuse de ces sociétés. La signature en bas est bien la tienne, Élise. Une signature manuscrite. » Il s'est adossé à son siège, tel un commandant victorieux. « Si je brûle, je t'embrase avec moi.
Le commandant du sous-marin a collaboré avec des oligarques russes. Tu imagines le titre? Ils te retireront tes médailles. Tu iras en prison. Un profond silence s'installa. Julien interpréta ce silence comme ma peur. Voici le marché, dit-il rapidement. Tu vas appeler ton avocat. Tu diras qu'il s'agit d'un malentendu. Tu diras que j'ai rendu l'argent, que tout était légal. Tu me sortiras d'ici. Et moi, je détruirai ces documents. Je l'ai regardé, je l'ai longuement regardé. Et puis, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. J'ai éclaté de rire. Ce n'était pas un rire nerveux ou tendu. C'était un rire sincère, authentique, comme si j'avais entendu une blague drôle. Son écho résonna sur les murs nus. Julien a perdu son sourire. Pourquoi tu ris? Je te dis que ta carrière est finie. J'ai arrêté de rire. Je me suis approchée de la table, j'ai posé mes mains sur la surface métallique et je me suis penchée vers lui. Ah, Julien, dis-je, comme si je m'adressais à un enfant. Tu crois vraiment que tu joues aux échecs, mais en réalité tu ne fais que déplacer des pions. Dis-moi, sais-tu à quel point l'enquête de sécurité d'un commandant de sous-marin nucléaire est approfondie? Julien a hésité. Un doute est apparu dans ses yeux. Les services secrets français savent même de qui j'étais amoureux à l'école primaire. Ils surveillent en temps réel chaque compte ouvert à mon nom, chaque signature apposée, chaque transaction effectuée. Le jour où tu as apposé cette signature, le 14 mars 2021, ce jour-là, les services secrets m'ont appelé. Julien est devenu livide. Quoi? Oui, ai-je poursuivi. Ils m'ont dit « Votre frère utilise votre signature pour créer un fonds suspect. Devons-nous intervenir ?» Tu sais ce que j'ai répondu? Julien déglutit. Qu'as-tu répondu? J'ai dit non. Laissez-le faire, ce sera une preuve parfaite que je pourrai utiliser contre lui à l'avenir. Contentez-vous d'isoler les fonds et assurez-vous que l'argent ne sert pas à financer le terrorisme. J'ai sorti un papier plié de ma poche et l'ai jeté devant lui. C'est le document d'autorisation d'opération contrôlée que j'ai signé ce jour-là. Donc, Julien, pendant 3 ans, tu pensais travailler avec les Russes. Mais en réalité, sous la surveillance des services secrets français et avec mon accord, tu creusais ta propre tombe. Cette signature ne fait pas de moi un coupable. Cette signature est la dernière pièce du piège qui te fera comparaître pour trahison. Julien regarda le document. Ses yeux parcoururent les lignes. Le tremblement de ses mains se propagea à tout son corps. À cet instant, je pouvais physiquement voir l'âme d'un homme se briser, se vider. Tu, gémit-il, tu es le diable. Je ne suis pas le diable, Julien, dis-je en me redressant. Je suis juste ta petite sœur, celle que tu n'as jamais prise au sérieux. Tu ne m'as peut-être pas appris à me battre, mais la vie m'a appris à analyser l'ennemi. Ta plus grande faiblesse était ton orgueil. Ma plus grande force était que tu me prenais pour une idiote. Je me suis retournée et me suis dirigée vers la porte. « Attends !» cria-t-il. Sa voix n'était plus menaçante, mais suppliante. Il avait commencé à pleurer. « Ne me laisse pas ici, Élise. Je ne peux pas rester ici. Ces gens, ces cellules. Je suis Julien Martin. Je bois du Pétrus. Je vais mourir ici. » Je pris la poignée de la porte. « Alors apprends à survivre, mon frère, » lui dis-je en regardant par-dessus mon épaule. « Tout comme j'ai appris à survivre pendant des années dans ton ombre, sous tes humiliations. Peut-être que cette prison sera pour toi la première véritable école de ta vie. » « Ma mère ?» s'écria-t-il. « Ma mère ne me pardonnera jamais. Quand ma mère apprendra la vérité, dis-je froidement, quand elle verra que tu as dilapidé sa retraite dans ces sociétés écrans, je pense que ce n'est pas moi qui devrais pardonner. » J'ouvris la porte. Le gardien m'attendait. « C'est fini, monsieur ? C'est fini, monsieur l'agent, répondis-je. Le détenu peut retourner dans sa cellule. » En marchant dans le couloir, j'entendais derrière moi les sanglots de Julien et le bruit de ses poings frappant le mur. Mais ces bruits ne me faisaient plus de mal, c'étaient les fantômes du passé. Et moi, j'avançais vers l'avenir. Parfois, les plus grandes menaces dans notre vie sont en réalité les plus grands bluffs. Ne craignez pas ceux qui vous menacent avec votre passé, vos erreurs ou vos secrets, car la vérité est toujours l'arme la plus redoutable. Si vous n'avez rien à cacher, personne ne peut vous retenir prisonnier. Affrontez vos peurs. Vous verrez que ces ombres que vous croyez gigantesques disparaîtront dès que vous allumerez la lumière. Lorsque je suis sortie de la porte de la prison, le soleil de Paris m'a frappé le visage. J'ai sorti mon téléphone. J'avais un nouveau message. Cette fois, il ne venait pas de ma mère, mais du ministère de la Défense. « Votre nouvelle affectation a été approuvée, commandant. »
Commencez les préparatifs. J'ai souri. Julien avait raison, les secrets étaient morts et enterrés. Mais même ma carrière n'était pas ruinée, au contraire, elle prenait un nouvel essor. Et maintenant, il était temps de déployer mes ailes. Dans la banlieue ouest de Paris, devant la maison à 2 étages recouverte de vignes vierges où j'avais passé mon enfance, j'ai ressenti un étrange sentiment d'indifférence. Autrefois, chaque fois que je sonnais à cette porte, j'avais un nœud à l'estomac. Que vont-ils critiquer aujourd'hui? Dans l'ombre de quelle réussite de Julien vais-je me retrouver aujourd'hui? Me demandai-je. Mais aujourd'hui, ce nœud n'était plus là, car ce n'était plus la petite fille timide qui allait sonner à la porte. C'était la femme qui détenait le titre de propriété de cette maison qui venait sonner à la porte. J'ai sonné. Ma mère a ouvert la porte. Elle avait les yeux gonflés et portait un vieux peignoir qu'elle n'avait manifestement pas quitté depuis des jours. En me voyant, une expression complexe est apparue sur son visage. Elle a voulu me serrer dans ses bras, puis s'est retirée. Ses yeux reflétaient à la fois le reproche et la honte. « Tu es venu, dit-elle doucement. Ton père est dans le salon. » Lorsque je suis entrée, l'odeur familière de la maison, celle des vieux livres et de la lavande, m'a accueillie. Mais cette odeur était désormais empreinte d'une profonde tristesse. Mon père était assis dans son fauteuil habituel, mais il n'avait pas le journal à la main. Il regardait dans le vide. Des lettres non ouvertes s'empilaient sur la table basse. Ces enveloppes froides et officielles provenant des services de recouvrement et des banques. « Assieds-toi, Élise, dit mon père sans me regarder. Tu veux un café? Non, papa, répondis-je en m'asseyant sur le canapé en face de lui. Je posai mon sac à côté de moi. Je suis venue parler travail. Ma mère se tenait à la porte du salon, les mains jointes sur son tablier. Du travail? On va parler de travail alors que ton frère est en prison? Tu l'as vu, Élise? Il va bien? Ils ne nous laissent pas le voir, ils veulent seulement te parler. Je l'ai vu, maman, ai-je répondu d'une voix calme. Il ne va pas bien, mais il est en vie, et il est là où il mérite d'être. Ma mère a sangloté. Comment peux-tu parler ainsi? C'est ton frère. Il a peut-être commis une erreur, mais... Une erreur? L'interrompis-je. Je n'élevai pas la voix, mais mon ton était si sec que ma mère se tut. Je sortis un gros dossier de mon sac et le posai sur la table basse, à côté des lettres de saisie. Dans ce dossier, dis-je en posant ma main sur la couverture, se trouvent les relevés des transactions effectuées par Julien au cours des 5 dernières années. Il n'a pas seulement escroqué la banque ou les Russes, il vous a également escroqué. Mon père a levé la tête. « Qu'est-ce que tu racontes ?» J'ai ouvert le dossier et lui ai tendu une page que j'avais marquée. « C'est l'acte hypothécaire de cette maison, papa. Regarde la date. Il y a 2 ans. Quand Julien t'a fait signer cette procuration sous prétexte d'un investissement, il a en fait utilisé cette maison comme garantie pour obtenir un crédit de 2 millions d'euros auprès de la banque. Et il a dépensé cet argent au jeu et avec ses maîtresses. » Mon père prit le document de ses mains tremblantes. Il mit ses lunettes. Son visage s'assombrit à mesure qu'il lisait. « Mais, » a dit mon père, le souffle coupé, « il nous avait dit qu'il avait créé un fonds de retraite avec cet argent. »« Il n'y a pas de fonds, papa, » ai-je dit sans pitié. « La vérité fait mal, mais elle guérit. Ton compte de retraite est vide, tes économies à la banque sont à 0, et cette maison, la banque s'apprête à la saisir la semaine prochaine. » Un silence de mort s'est abattu sur le salon. Ma mère s'est effondrée, le visage enfoui dans ses mains, et s'est mise à pleurer. Cette fois, elle ne pleurait pas pour son fils, mais pour sa propre vie brisée. Mon père a froissé le papier et l'a jeté par terre. Il avait enfin compris comment le fils à succès, qu'il avait vénéré toute sa vie, les avait en réalité dépouillés. « Nous sommes finis, » murmura mon père. « À notre âge, nous nous retrouvons à la rue. »« Non, » ai-je répondu. « Ce n'est pas vrai. » Je sortis un 2e dossier de mon sac, un dossier plus fin, à la couverture bleue. J'ai parlé à la banque ce matin. J'ai remboursé le crédit contracté par Julien, intérêt contre intérêt compris. J'ai levé l'hypothèque sur la maison. Ma mère leva la tête, les yeux remplis d'un espoir incrédule. « Tu as payé tout cet argent ?» ?»« Oui, répondis-je, mais à une condition. » Je posai le dossier bleu devant mon père. « Le titre de propriété de la maison sera désormais à mon nom. Vous continuerez à vivre ici jusqu'à votre mort. Vous ne paierez pas de loyer. Je prendrai en charge vos factures et vos dépenses alimentaires. Vous serez donc mes locataires, ou plutôt mes invités. » Mon père regarda le dossier.
Sa fierté était blessée, mais il savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Pourquoi demanda-t-il. Pourquoi veux-tu le titre de propriété? Tu pouvais déjà subvenir à nos besoins. Parce que, répondis-je en me levant et en me dirigeant vers la fenêtre, j'aime avoir le contrôle, papa. Il ne peut y avoir deux capitaines sur un même navire. Julien a été à la barre financière de cette famille pendant des années et il vous a mené droit dans le mur. Maintenant, c'est moi qui tiens la barre. Et c'est moi qui décide où mon navire va aller. Parfois, la plus grande faveur que nous pouvons rendre à nos proches n'est pas de les plaindre, mais de leur montrer leurs limites. Le sacrifice ne consiste pas à se rabaisser. Il s'agit de tendre une main forte, mais de ne pas laisser la personne qui l'a saisie vous tirer vers le bas. Si vous jouez vous aussi le rôle de sauveur de votre famille, n'oubliez pas, être un sauveur ne doit pas signifier être une victime. Fixez vos conditions. Mon père a pris le stylo. Sans trembler, il a apposé sa signature. Cette signature ne signifiait pas seulement le transfert d'une maison, mais aussi la fin de l'ordre patriarcal dans notre famille. Il n'y avait plus la maison du père ou la réussite du fils. Il y avait la compassion et la force de la fille. Merci Élise, m'a dit mon père en me tendant le dossier. Pour la première fois, j'ai vu dans ses yeux une pure gratitude. Pardonne-nous, pardonne-nous. Le pardon est l'affaire de Dieu, papa, ai-je répondu en prenant le dossier. Je ne fais que gérer la crise. En sortant de la maison, mon téléphone a sonné. Le numéro qui s'affichait était celui de Valérie. J'ai décroché, mais je n'ai pas parlé. Je me suis contentée d'écouter. Élise, dit Valérie. Sa voix était désespérée. Tu avais raison. Les avocats, personne ne veut me voir. Mon séjour à la pension est terminé. Ma mère ne me laisse pas voir les enfants. Elle dit que j'ai couché avec cet homme. Je suis à la rue, Élise. Que vais-je faire? J'ai hésité un instant. L'ancienne Élise, de celle qui était pleine de compassion, voulait lui dire « Viens, je vais t'aider ». Mais je me suis souvenue du regard de Julien dans ce restaurant et des rires de Valérie cette nuit-là. « Je t'avais envoyé une carte. De visite, Valérie, lui dis-je. Je t'avais dit d'appeler cet avocat. »« Je l'ai appelé !» s'est-elle écriée. « Mais lui aussi veut de l'argent. »« Non, ai-je répondu. Cet avocat, maître Renard, travaille pour moi. Si tu acceptes ses conditions, c'est-à-dire si tu témoignes contre Julien dans le cadre du divorce et que tu révèles toutes les sociétés écrans que tu connais, il prendra en charge tes frais et il te trouvera un petit studio et un emploi dans une entreprise de nettoyage. »« Une entreprise de nettoyage ?» demanda-t-elle, d'une voix mêlée de dégoût et de surprise. « Moi ? » ?»« Oui, Valérie, toi, répondis-je. Tu riais quand Julien t'a proposé ce travail. Maintenant, c'est ton seul moyen de t'en sortir. C'est à toi de décider. Soit tu mets ton orgueil de côté et tu travailles sur le, soit tu vends ton sac à main hors de prix et tu passes une nuit de plus à l'hôtel. À toi de choisir. Je raccrochai le téléphone. De la cruauté? Non. De l'éducation. La vie leur enseignait une leçon que je connaissais depuis des années. On n'a rien sans rien. Quand je suis montée dans la voiture, mon chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur. « Où allons-nous, commandant? À la base ?»« Non, ai-je répondu. En posant le dossier sur le siège passager, j'ai ouvert le nouveau message. Les coordonnées envoyées par le ministère de la Défense indiquaient un chantier naval militaire secret dans le nord de la France. Nous allons à Brest, sergent. L'avion privé est prêt. Brest? Mais le terrible n'est-il pas déjà en maintenance? J'ai souri. Mon regard s'est perdu dans l'horizon. J'en ai fini avec le terrible. Le ministère me donne un nouveau jouet. Ce n'est pas un navire de classe, le Triomphant. C'est un prototype d'une nouvelle génération dont on n'a jamais entendu parler auparavant. Et cette fois, ma mission ne se limitera pas à faire des patrouilles. Qu'est-ce que c'est, monsieur? Le commandement de la nouvelle flotte fantôme, répondis-je. Pas seulement un navire, mais la gestion de toutes les opérations stratégiques en haute mer. Pendant que Julien croupissait entre les 4 murs de sa cellule, je prenais la tête de la flotte la plus vaste, la plus profonde et la plus puissante des océans. J'avais nettoyé les débris de ma famille. Il me restait maintenant à nettoyer les débris du reste du monde. Le soleil se couchait lorsque l'avion décolla. Je regardais Paris qui rapetissait sous mes yeux. Les petits mondes de Julien, Valérie, ma mère et mon père n'étaient plus que des points insignifiants. Je prenais de l'altitude, et plus l'altitude augmentait, plus l'air se refroidissait. Mais j'aimais le froid, parce que les sommets sont toujours froids. Lorsque nous avons atterri à l'aéroport militaire de Brest, le vent violent de l'océan Atlantique nous a accueillis.
Après l'air parfumé et pollué de Paris, ce vent salé et iodé qui emplissait mes poumons me donnait l'impression d'être renaître. C'était une région où l'on sentait la puissance de la nature, où la faiblesse n'avait pas sa place. Tout comme mon nouveau monde. En descendant les marches de l'avion, j'ai trouvé sur la piste des voitures officielles noires et des gardes en imperméable, trop nombreux pour une simple cérémonie d'accueil. À leur tête se tenait l'amiral de Vigny, commandant de la marine. Il était venu en personne. Bienvenue à Brest, commandant, m'a-t-il dit en me serrant la main. Sa voix était assez forte pour couvrir le bruit du vent. Ou plutôt, devrais-je dire, directeur Martin, vu votre nouveau titre. Directeur demandai-je en haussant les sourcils. L'amiral sourit et désigna la portière du véhicule. Nous en parlerons en chemin. Ce que vous allez voir dépasse le cadre des grades. Le convoi de véhicules traversa le quartier historique du port de Brest et se dirigea vers l'entrée de la zone interdite, creusée dans la roche et qui, de l'extérieur, ressemblait à un simple mur de béton. Il s'agissait du sanctuaire, répertorié sur les cartes comme station météorologique, mais qui était en réalité le centre d'opération le plus secret de la marine française. Lorsque les immenses portes en acier s'ouvrirent et que nous entrâmes, nous pénétrâmes dans un tunnel descendant sous terre. Nous avons entendu parler de votre nettoyage à Paris, a déclaré l'amiral pendant le trajet. Votre frère a conclu un accord avec le procureur aujourd'hui. Il a avoué tous ses crimes et surtout, il a dévoilé tous ses contacts russes. Nos services de renseignement vous sont reconnaissants. Grâce à vous, nous avons démantelé un réseau d'espionnage que nous recherchions depuis des années. J'ai appuyé ma tête contre la vitre. Julien avait donc chanté comme un oiseau effrayé. Et ma femme, je veux dire mon ex-belle-sœur, Valérie, elle a commencé à travailler ce matin chez Main Propre. Sa première mission consiste à nettoyer son ancienne maison, qui a été saisie. Ironie du sort. J'ai souri. La justice est parfois poétique. Valérie nettoyait désormais pour d'autres la maison où elle avait autrefois vécu comme une reine. C'était la leçon la plus dure qui lui enseignerait la valeur de la vie. Au bout du tunnel, le véhicule s'est arrêté. Nous sommes descendus et avons pris un ascenseur. L'ascenseur descendait, très bas. Mes oreilles se sont bouchées à cause de la pression. Lorsque les portes se sont ouvertes, la vue qui s'offrait à moi m'a coupé le souffle. Ce n'était pas un bureau, mais plutôt une base spatiale. Un immense centre d'opération de 3 étages. Les murs étaient recouverts d'écrans géants. Des centaines d'employés travaillaient dans un silence absolu, comme une ruche. Et sur les écrans, on voyait tous les océans du monde, les courants, les couches, thermiques et d'innombrables points sur mouvement. « Voici votre nouveau royaume, Élise, » dit l'amiral en montrant la salle de la main. « C'est ici que se trouve le cerveau de la flotte fantôme. Vous ne commanderez plus un seul navire. Nos 6 sous-marins nucléaires actuellement en activité dans les océans, nos véhicules sous-marins autonomes sans pilote et notre réseau de surveillance par satellite, tous sont directement et uniquement sous votre commandement. » Nous montâmes sur une estrade. Le personnel en bas, m'apercevant, interrompit son travail et se leva d'un bond pour se mettre au garde à vous. Ce silence, ce n'était pas le silence stupéfait du restaurant parisien, c'était un silence de respect et d'obéissance pure. Comme vous le savez, a poursuivi l'amiral, les guerres traditionnelles sont terminées. Désormais, les guerres se gagnent avec des données, de la profondeur et du silence. Votre manœuvre dans l'Atlantique Nord nous a montré que, quelle que soit l'évolution de la technologie, l'intelligence et le sang-froid humain restent les armes les plus puissantes. Cette flotte a besoin de votre intelligence. Je me suis approchée des balustrades et j'ai regardé la carte de l'océan en contrebas. Le monde bleu était au bout de mes doigts. Parfois, la vie vous enferme dans de petites pièces, dans des moules étroits. Les gens vous disent « tu ne peux pas, tu appartiens à cet endroit ». Mais si vous connaissez votre potentiel, ces murs ne sont qu'une illusion. J'ai attendu ce moment pendant des années dans cette salle d'archives. Refusez de jouer petit, car plus votre vision est large, plus votre monde s'agrandit. Le leadership, ce n'est pas seulement donner des ordres, c'est aussi voir au-delà de l'horizon. « À vos ordres, amiral », ai-je répondu. Ma voix a résonné dans cette immense salle. À ce moment précis, un voyant rouge s'est mis à clignoter sur l'écran principal. Une alarme. L'atmosphère de la salle a immédiatement changé. « Secteur Pacifique, cadran 4 » cria un opérateur. « Contact non identifié. »
Aucune trace thermique, aucune signature acoustique. Cela ressemble au nouveau drone russe de classe Canyon. Il s'approche des câbles à fibre optique au large d'Hawaï. L'amiral m'a regardé. C'était un test, ou plutôt la première minute de la mission. Je descendis de l'estrade et me joignis aux opérateurs. Mes pas étaient fermes et déterminés. Affichez les données du sonar sur l'écran principal, ai-je ordonné. Je veux une image satellite. Quelle est notre unité la plus proche dans la région? Le vigilant, monsieur, mais il est à 300 miles. Il est impossible qu'il arrive à temps. Je regardais l'écran. Le point rouge se dirigeait vers les câbles Internet posés au fond de l'océan. S'il coupait ces câbles, cela provoquerait le chaos dans les communications mondiales. Pas besoin d'attendre, dis-je. Ah, calmement, je transformais mentalement la carte en un échiquier en 3 dimensions. Donnez l'ordre au vigilant, activez le sonar à pleine puissance. L'opérateur m'a regardé avec étonnement. Le sonar actif, monsieur? Mais cela révélera notre position. Le protocole de confidentialité. C'est moi qui rédige le protocole, lieutenant, répondis-je. Notre objectif n'est pas de nous cacher, mais d'effrayer l'ennemi. Ce drone fonctionne de manière autonome. Lorsqu'il détecte une menace, il est programmé pour passer en mode de protection et plonger en profondeur. Envoyez-lui un ping. Envoyez-lui un son qui fera sauter ses circuits. L'opérateur appuya sur les touches. À vos ordres, le vigilant envoie un sonar actif. 3, 2, 1, contact. L'écran afficha la simulation de l'énorme onde sonore émise par le vigilant. Le point rouge, c'est-à-dire le drone russe, changea de trajectoire dès qu'il entendit ce cri et plongea dans les profondeurs de l'océan, pris de panique. Quelques secondes plus tard, le point rouge disparut de l'écran. « Contact perdu, monsieur », dit l'opérateur. « Le drone a été détruit par la pression. Les câbles sont intacts. » Il n'y eut pas d'applaudissements dans la salle. Ce n'était pas un théâtre, mais l'admiration que je lisais dans les yeux des opérateurs valait 1000 applaudissements. L'amiral s'approcha de moi. « Impressionnant, vous avez éliminé une menace sans tirer un seul coup de feu, uniquement grâce à la voix. »« Le silence est puissant, amiral, » répondis-je. « Mais parfois, savoir quand crier est encore plus puissant. » Mon téléphone vibra. Cette fois, c'était ma ligne personnelle. C'était une photo envoyée par mon avocat, Renan. Sur la photo, on voyait le salon de notre ancienne maison familiale. Ma mère et mon père étaient assis devant la télévision. Il y avait une photo de moi aux informations, prise alors que je serrais la main de l'amiral. En dessous, on pouvait lire « La nouvelle star de la marine ». Le visage de ma mère exprimait une fierté émue, tandis que celui de mon père reflétait un profond respect. Et sur la photo suivante, Valérie. Vêtue d'une combinaison de nettoyage bleu, un balai à la main, elle nettoyait le sol d'une station de métro parisienne. Elle avait le visage renfrogné, elle n'était pas maquillée et elle avait l'air fatiguée, mais elle gagnait sa vie. J'ai raccroché le téléphone. « Tout est à sa place », murmurai-je. Le soir venu, je quittai le refuge pour me rendre à mon logement. Celui-ci était différent de la tour de verre parisienne. C'était une maison au bord de l'océan où le bruit des vagues ne cessait jamais. Je suis sortie sur le balcon. Je n'avais pas un verre de vin à la main, mais une tasse de tisane chaude. Le vent me fouettait le visage. Julien était en prison. Valérie faisait le ménage. Ma famille vivait de ma miséricorde. Et moi, je dirigeais l'Ulabed, flotte la plus puissante du monde. La vengeance était terminée. Justice avait été faite. Mais l'histoire n'était pas finie, car il est difficile d'atteindre le sommet, mais il est encore plus difficile d'y rester. Le vent souffle plus fort d'ici. J'ai regardé l'horizon, la lumière du phare qui clignotait dans la mer sombre. « Je suis prêt », ai-je dit au vent. « Quoi qu'il arrive, je suis prêt. » À ce moment précis, j'ai entendu une voix qui ne venait pas de l'océan, mais de mon fort intérieur. Il ne s'agissait plus de régler les comptes du passé, mais de construire l'avenir. Demain, je lancerai le projet VACOUF, un programme de bourse et de mentorat pour les filles comme moi, sous-estimées, dont les talents sont ignorés, qui vivent sous pression. Je leur apprendrai non seulement à gérer leur argent, mais aussi à maîtriser leur colère froide et à élaborer des stratégies. Car mon histoire ne devait pas être une exception, elle devait être la règle. J'ai pris une profonde inspiration. Paris était très loin, et moi, j'étais enfin chez moi. Un an s'est écoulé depuis.
Je n'écris pas ces lignes depuis ma maison venteuse perchée sur les rochers de Brest, mais depuis une salle de conférence située au cœur de Paris, sous l'immense pyramide de verre du musée du Louvre. Je vais bientôt monter à la tribune. Devant moi sont assises 500 jeunes filles venues des quatre coins de la France, intelligentes mais aux moyens limités, dont les rêves ont été étouffés par leur famille ou la société. Elles sont les premières boursières de la fondation Deep Blue que j'ai créée. L'année écoulée a valu toute une vie. Comme prévu, ma fonction de directeur de la flotte fantôme n'a pas seulement été un succès militaire, elle a également servi de bouclier diplomatique. Le réseau invisible que j'ai mis en place dans les océans a rendu la France plus forte que jamais à la table des négociations. Plus personne n'ose désormais faire voler un drone sans autorisation dans nos eaux ou s'approcher de nos câbles, car ils savent qu'Élise Martin est là et qu'elle entend tout. Mais aujourd'hui, je ne parlerai pas de stratégie militaire. Aujourd'hui, je parlerai de stratégie karmique, car je sais que vous êtes tous curieux de connaître les autres héros de cette histoire. À quel point ces vies brillantes sont désormais ternes. Hier matin, j'ai reçu une lettre de la prison de la Santé. L'écriture sur l'enveloppe m'était familière, mais cette écriture autrefois élégante et inclinée était devenue tremblante et déformée. Elle venait de Julien. La lettre était courte. Il ne me donnait plus de conseils financiers et ne me méprisait plus. Il me demandait simplement si je pouvais verser un peu d'argent sur son compte afin qu'il puisse acheter ce dont il avait besoin à la cantine. Et tout en bas, il y avait une seule phrase, dépourvue de toute arrogance. « Ici, je ne vois pas le ciel, Élise, et le silence me rend fou. » Je ne lui ai pas envoyé d'argent. À la place, j'ai envoyé à la bibliothèque de la prison le livre « Penser pour moi-même » de Marc Aurèle et un jeu d'échecs. Peut-être qu'il apprendra pour la première fois de sa vie à réfléchir avant d'agir. Julien purgera encore 5 ans de prison. À sa sortie, aucune fortune ni aucune carrière ne l'attendront. Seulement cette tache noire sur son casier judiciaire et mon ombre. Et Valérie, je l'ai vue par hasard le mois dernier. Elle se trouvait à la station Châtelet du métro parisien parmi la foule qui se rendait au travail tôt le matin. Elle ne portait pas ses fourrures ostentatoires. Elle était vêtue d'un simple manteau et de chaussures confortables. Son visage était fatigué, ses mains un peu abîmées par les détergents. Mais bizarrement, elle n'avait plus cette expression artificielle d'autrefois. Elle semblait plus authentique. Elle avait été promue chef dans une entreprise de nettoyage. Elle payait son loyer, gagnait sa vie. Elle ne m'a pas remarqué. Je ne l'ai pas interpellée. Parfois, la plus grande compassion consiste à laisser les gens mener leur propre combat. Elle est en train de construire sa dignité. Et cela a bien plus de valeur que les sacs de luxe achetés avec l'argent de Julien. Ma mère et mon père, ils vivent toujours dans cette maison, en tant que mes invités. Ils ne me critiquent plus pendant les repas du dimanche. Au contraire, à chaque visite, ils s'excitent comme si un chef d'État venait leur rendre visite. Mon père découpe tous les articles de journaux qui parlent de moi et les colle dans un album. Cet album est en fait le journal de ses regrets. Une fierté tardive mais sincère. Est-ce que je leur ai pardonné? Oui. Est-ce que j'ai oublié? Jamais. Les lumières du salon s'éteignent, mon nom est annoncé. Et maintenant, la fondatrice de Deran Mavi, directrice de la flotte fantôme, le lieutenant-colonel Élise Martin. Applaudissements. Contrairement au silence qui régnait dans le restaurant, des applaudissements tonitruants retentissent. Je me dirige vers le podium. Je m'approche du micro. Les projecteurs éclairent mon visage, mais ne m'éblouissent pas. Je suis habituée à voir dans l'obscurité. Je regarde les 500 pères Dieu dans la salle. Ils sont tous là où j'étais autrefois. Invisibles, silencieux et pleins de potentiel. « Regardez-moi » leur dis-je. Ma voix résonne dans la salle. Pendant des années, j'ai été considérée comme un fonctionnaire insignifiant et sans voix. On m'a dit « Tu n'y arriveras pas, ta place est ici, c'est trop ambitieux pour toi ». Je les ai écoutés, j'ai baissé la tête. Mais pas parce que j'étais obéissant, mais parce que j'avais un plan. Il n'y a pas un bruit dans la salle. Tout le monde retient son souffle. Le silence, je continue, n'est pas un vide. Le silence est une stratégie. Lorsque vous êtes sous l'eau, vous restez silencieux non pas parce que vous avez peur, mais parce que vous vous concentrez sur votre objectif. S'ils vous ignorent, laissez-les faire. S'ils vous méprisent, laissez-les faire. C'est votre plus grand avantage.
car lorsque votre ennemi ne vous considère pas comme une menace, il baisse sa garde. Et c'est à ce moment-là que vous lancez votre torpille. Mes yeux se remplissent de larmes, mais je ne pleure pas. Ce sont les larmes de la victoire. Aujourd'hui, ici, nous ne vous offrons pas seulement une bourse, nous vous offrons une armure faite d'éducation, de discipline et de confiance en soi. Vous n'êtes plus des victimes, vous n'êtes plus invisibles, vous êtes les commandants de demain, et n'oubliez pas, même les océans les plus profonds cèdent devant la volonté d'un capitaine courageux. À la fin de mon discours, la salle est en effervescence. Les jeunes filles se lèvent d'un bond, certaines pleurent, quand d'autres lèvent le poing en l'air. Je vois cette flamme dans leurs yeux. Je vois le pouvoir transformateur de la colère froide. En descendant de scène, mon téléphone vibre. Un message de l'amiral. Il y a une nouvelle situation dans le Pacifique, directeur. Nous avons besoin de votre touche. Je souris. Je sors dans les rues scintillantes fort de Paris. Il pleut, comme cette nuit-là. Mais je n'ai plus froid. Je ne détourne plus la tête en passant devant ce restaurant, car ce restaurant n'est qu'un souvenir. Moi, je suis l'avenir. Mon histoire s'arrête ici, mes amis, mais la vôtre ne fait que commencer. Je vous pose maintenant la question suivante. Qu'y a-t-il au plus profond de vous? Qui vous méprise? Qui vous dit « tu n'y arriveras pas » Faites taire ces voix, faites vos plans, et attendez le bon moment. Car lorsque ce moment arrivera, votre silence se transformera en la plus bruyante des victoires. Je m'appelle Élise Martin, et ceci était mon silence profond. À vous de jouer maintenant. Plongez,